Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire sur le génie logiciel, donc c'est vraiment ce que j'enseigne à l'Université de Bordeaux, et plus particulièrement, cette vidéo, j'ai eu envie de la faire sur la conduite de projet. L'objectif étant d'expliquer toutes les phases, étapes qui permettent de produire un logiciel. Parce que bien sûr, la conduite de projet, l'objectif c'est de produire un logiciel. Alors avant d'expliquer toutes ces phases, toutes ces étapes, etc., il faut rapidement définir ce qu'est un logiciel. Alors des logiciels, il y en a en fait partout, on va définir ça plutôt en énumérant tous les types de logiciels. Donc ça peut être une application sur téléphone, ça peut être un site web, ça peut être un jeu, ça peut être n'importe quel bout de programme qui s'exécute dans un microcontrôleur, par exemple dans une voiture, dans un train, dans un avion, etc. Donc par contre ici ce qui nous intéresse bien sûr c'est la production de logiciels. Donc qu'est-ce qu'on va produire? Essentiellement on va produire du code source, bien sûr ça c'est le plus important, mais pas que, on ne va pas s'arrêter là parce que c'est pas suffisant. On va produire toutes les choses qui vont permettre de rendre le code source exécutable. Donc voilà l'objectif. Alors qui dit production dit forcément participant. Qui va participer à cette production? Quels sont les rôles en fait qui vont arriver dans un projet de production de logiciel? Alors le premier rôle, celui auquel on pense facilement, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, je le représente par cette petite icône là. Donc l'utilisateur, c'est celui qui va bien sûr exploiter, utiliser le logiciel. Alors, le deuxième rôle auquel on pense rapidement, c'est le développeur. Le développeur, c'est celui, bien sûr, qui va écrire le code source du logiciel et qui va écrire toutes les choses qui vont permettre de rendre ce code source exécutable. Mais il y a un troisième rôle qu'on oublie souvent et qui est pourtant le plus important, je dirais, dans un projet, c'est le rôle du propriétaire. Alors le propriétaire, lui, c'est celui qui va posséder le logiciel, c'est celui qui va demander au développeur de développer le logiciel, qui va payer le développeur, et c'est celui qui va fournir le logiciel aux utilisateurs, et si jamais le propriétaire décide que le logiciel est payant, c'est celui qui va recevoir l'argent des utilisateurs. Donc on parle beaucoup d'argent dans les projets, mais c'est un facteur important. Donc voilà ces trois rôles qui sont vraiment qui permettent de comprendre les différents intervenants du projet de génie logiciel. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va rapidement voir les différentes étapes d'un projet. Alors, il y a trois grandes étapes. Il y a le commencement, je dirais la naissance du projet et la naissance du logiciel, sa vie, son exploitation et bien sûr la fin de vie. Alors, on va commencer par le début. Alors, au tout début, bien sûr, on a l'utilisateur qui a un besoin. Donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus. L'utilisateur a un besoin d'un logiciel, donc il est là, il se dit, tiens, j'aimerais bien utiliser un logiciel qui me permettrait de faire ça. Alors, parfois, il n'est pas au courant de ce besoin. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, tiens, en fait, je pense que tu as ce besoin et qui va lui répondre à cette demande. Alors, une fois qu'on a ça, une fois qu'on est parti de ce besoin, ça peut être une toute petite idée, etc. En fait, la phase très importante, c'est ce fameux propriétaire qui, lui, il va comprendre ce besoin, il va l'exprimer, il va dire, ah ouais, d'accord, c'est voilà tel logiciel que tu veux, et lui, il va demander au développeur, donc ce sera la troisième phase, de réaliser le logiciel dont l'utilisateur a besoin. Donc, le développeur, une fois qu'il aura réalisé ce logiciel, il va le donner au propriétaire, et le propriétaire va, bien sûr, pouvoir enfin mettre ce logiciel à disposition de l'utilisateur. Et bien ça, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de l'exploitation, c'est quand le propriétaire va fournir à l'utilisateur le logiciel. Alors avant de fournir le logiciel à l'utilisateur, le propriétaire, il doit déployer ce logiciel. C'est une phase qu'on oublie souvent, qui est importante, qui est pas souvent enseignée dans les écoles. Donc l'idée c'est comment on fait pour déployer ce logiciel, comment on fait pour mettre le logiciel sur les serveurs web, sur le store, etc. Donc c'est une phase qui est importante et c'est le propriétaire qui s'en charge. Alors une fois qu'il a fait ça, ça y est, c'est bon. Là, enfin, donc ça arrive quand même à l'étape 5, l'utilisateur est content, il peut enfin utiliser le logiciel qui couvre son besoin. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Et bien, lorsqu'il utilise ce fameux logiciel, il va rencontrer des anomalies. Et s'il n'y a pas d'anomalie, ou même s'il y en a, des fois, il aimerait voir des évolutions. Donc là, c'est une phase assez classique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on a à nouveau à peu près le même schéma. Le propriétaire est conscient de ce nouveau besoin ou des bugs, etc. Va demander au développeur de corriger les anomalies, s'il y a des anomalies, de développer les évolutions. Le développeur, une fois qu'il fait ça, il fournit la nouvelle version au propriétaire qui, de nouveau, l'installe et qui la rend accessible à l'utilisateur. Voilà.
Donc ça, c'est la vie, je dirais, classique du logiciel. C'est ce qui prend le plus de temps. C'est parfois aussi appelé la maintenance. Hein. C'est ce qui coûte le plus cher parce que ça dure le plus de temps. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Ben, une fois qu'on a fini, je dirais, cette grande phase, on arrive à la fin de vie du logiciel. Alors, quand est-ce que ça se passe, la fin de vie du logiciel? Alors, deux cas possibles. Hein. Soit l'utilisateur n'est plus du tout intéressé par le logiciel, donc il n'y a plus d'utilisateur. Soit c'est le propriétaire qui dit non, mais ça suffit, ça me coûte trop cher, là, les serveurs, etc., qui supprime carrément l'application qui la rend indisponible. Et bien sûr, ben, le développeur, il ne sert plus à rien. Donc voilà, donc là, le logiciel est complètement fini. Donc voilà, donc ces 10 étapes résument le cycle de vie du logiciel et voici un slide qui permet de synthétiser toute cette vie. Donc là, c'est tout le cycle de vie du logiciel ici. Donc rappelons-nous que ça démarre vraiment quand le propriétaire, ça c'est vraiment le début, hein, le début du cycle de vie, c'est pas quand il y a un besoin, c'est quand il y a le propriétaire qui veut répondre aux besoins. Donc là ici j'ai mis l'utilisateur parce qu'il y a bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a bien sûr l'utilisateur qui vient au tout début, mais le cycle de vie commence vraiment quand le propriétaire veut répondre à ce besoin. Alors il y a une petite phase ici qui est un petit peu qui peut durer, hein. C'est parfois les Américains appellent cette phase inception. Donc là c'est là où on brainstorm un petit peu, on se demande qu'est-ce que veut l'utilisateur. Mais une fois qu'on a une claire précision de ce que veut l'utilisateur, eh bien le propriétaire il peut enfin demander au développeur de réaliser le logiciel. Et donc là on rentre dans ce qu'on appelle le cycle de développement. Donc ça, on en parlera beaucoup plus en détail dans les slides qui arrivent. Donc là, c'est l'étape qui est assez longue. Donc là, c'est vraiment une communication entre le propriétaire et le développeur pour réaliser le logiciel. Donc à la fin du cycle de développement, on a le développeur qui livre. Donc on va donner le code source, bien sûr, mais pas que, hein, tous les autres éléments qui permettent de rendre le code source exécutable. On livre tout ça au propriétaire et le propriétaire, lui, il va pouvoir tester et déployer cette application. Alors on a une phase qui est souvent peu documentée, une phase qu'on appelle une phase de pré-production, donc prod pour production. Donc c'est avant la mise en production du logiciel. Donc là l'idée c'est que le propriétaire va tester, savoir s'il n'y a pas de problème lorsque j'installe cette application sur les serveurs web, lorsque je mets ça sur le store, il n'y a aucun problème. Donc il teste ça, savoir si ça marche, hein. Certains appellent ça les bêta-tests, hein, parfois. Et si ça marche, eh bien, il va pouvoir enfin rentrer dans la phase de production ou aussi appelée maintenance. Et là on a l'utilisateur qui peut utiliser enfin ce logiciel. Vous voyez que en fait, il se passe pas mal de temps, hein, c'est pour ça que ça coûte un peu cher, il se passe pas mal de temps entre le fait de voir que l'utilisateur a un besoin et le fait qu'il puisse vraiment utiliser le logiciel qui va couvrir son besoin. Donc une fois qu'il peut utiliser ce logiciel, on a la phase de maintenance, hein, qui démarre, où on va avoir le propriétaire et aidé de développeurs, hein, qui vont gérer les anomalies et supporter les évolutions. Et une fois que il n'y a plus d'anomalies, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien, plus personne n'utilise le logiciel, eh bien on arrive à la fin de vie du logiciel. Voilà, donc ça c'est la différence entre le cycle de vie et le cycle de développement. Vous voyez que le cycle de vie englobe le cycle de développement, la pré-production et la production, aussi appelée maintenance. Alors une fois qu'on a vu ce cycle de vie, on se rend compte que finalement il y a différents types de projets, hein, logiciels. Hein. Donc le plus grand, hein, c'est ce qu'on appelle parfois le projet de mise en production. Donc là le but du jeu c'est de couvrir tout le cycle de vie. Là en fait c'est vraiment tout le cycle de vie du logiciel. Donc l'objectif c'est de développer, hein, l'idée, le besoin de l'utilisateur et d'assurer la mise en production. Donc là on couvre tout le cycle de vie, hein, cycle de développement, pré-prod, prod, etc., etc. Donc ça démarre dès qu'on arrive à exprimer le besoin. Ce qui se passe en avance, ça ne rentre pas vraiment en compte dans ce type de projet. Et ça se termine lorsque l'utilisateur peut utiliser le projet, et même plus loin, hein, parce qu'on va jusqu'à la maintenance. Donc ça, c'est le projet de mise en production. Après, il y a un autre type de projet, hein, de logiciel, c'est un projet de développement. Alors le projet de développement, lui, il se cantonne au cycle de dev, hein, au cycle de développement. Donc l'objectif ici, c'est de livrer la première version utilisable par l'utilisateur. D'accord ? Donc c'est vraiment lorsque le développeur va livrer cette première version au propriétaire. Donc ça démarre quand ? Ça démarre au moment où le propriétaire est capable d'exprimer le besoin de l'utilisateur. Et ça se termine lors de la livraison, hein, du code source et des exécutables, hein, par le développeur au propriétaire. Donc c'est vraiment cantonné au cycle de développement.
Alors, il y a d'autres types de projets, hein, qui, bon, ce n'est pas vraiment des projets, mais un petit peu quand même. C'est les projets de TMA. Donc, TMA, c'est tierce maintenance applicative. Maintenance applicative. Donc en fait l'idée ici c'est quand le propriétaire il n'a pas envie de gérer tout seul la maintenance, donc il demande à une autre société de développeurs essentiellement de gérer cette maintenance. Donc c'est assurer la maintenance et essentiellement on va centrer ces projets de TMA sur les gestions des évolutions. Donc là quand on fait de la gestion de l'évolution on est encore sur un type de projet parce qu'il faut gérer des évolutions. Alors nous dans ce cours là, dans cette vidéo, on va se focaliser sur ces projets là. Parce qu'on va rester au niveau du développement, en fait, hein, du développement logiciel. Donc ça s'appelle des projets de développement. Alors ça couvre les projets de tierce maintenance applicative et surtout les projets d'évolution. Alors, rappelons rapidement ce que c'est qu'un projet de développement. Donc on a à la base un besoin qui est porté par l'utilisateur. L'utilisateur a un besoin. Alors des fois, il ne le sait pas. Hein. Je vous rappelle que ça peut être quelqu'un qui dit si, on va miser là-dessus. Cet utilisateur, il doit avoir un besoin. Donc ça démarre là-dedans. Donc l'utilisateur a un besoin. Et qu'est-ce qui se passe? On va essentiellement avoir ces étapes-là. Donc on va avoir le propriétaire. Donc c'est vraiment le propriétaire qui va exprimer. Alors le terme est important. Hein, parce qu'on va exprimer clairement ce besoin. Et cette expression du besoin, eh ben, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Voilà, le cahier des charges, je l'ai mis ici. Donc c'est clairement l'expression du besoin. D'accord? On exprime de manière claire, il faut que ça ne soit pas ambigu, on exprime ce que l'on comprend du besoin de l'utilisateur et c'est le propriétaire qui est responsable de cette étape. Alors une fois que ce besoin est exprimé, une fois qu'il y a un cahier des charges qui est rédigé, qu'on peut lire, alors le développeur va lui spécifier, alors j'ai changé de verbe volontairement, il va spécifier clairement ce qu'il est capable de produire. Alors comme métaphore, on peut dire qu'il va faire un devis, il va dire voilà, moi j'ai bien compris votre besoin, mais je peux peut-être pas tout faire, et voilà, je vous spécifie, je vous donne un devis de ce que je suis capable de produire. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la réponse au cahier des charges et j'insiste sur le fait que ce soit une spécification, ça veut dire que là on s'engage sur les choses qu'on est capable de faire. Alors, le propriétaire, il va accepter cette proposition. Bah, s'il n'accepte pas, c'est pas la peine de continuer. Et dès qu'il accepte la proposition, on rentre vraiment dans le cycle de développement. Donc là, je vais expliquer par la suite les différentes étapes de ce cycle de développement. Donc on rentre dans le cycle de développement et du coup, le développeur va commencer à développer le logiciel. Donc ça se termine quand? Ça se termine quand le développeur il va pouvoir livrer le logiciel au propriétaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape de la livraison. Donc on voit clairement que ça commence par le cahier des charges, ça se termine à la livraison. D'accord. Alors, si on zoome un tout petit peu sur les rôles, hein, on a vu qu'il y avait 3 rôles. Il y avait le rôle de l'utilisateur, le rôle du développeur et le rôle du propriétaire. Mais quand on regarde sur les projets de développement, en fait, on n'utilise pas souvent ces termes-là. On utilise plutôt le terme de MOA, maîtrise d'ouvrage. En fait, la maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui paye, qui possède le résultat du projet. Hein, c'est le propriétaire, en fait. Donc là, je l'ai dessiné ici. Ça, c'est mon propriétaire. Hein, hop là, pardon. C'est le propriétaire, il est là aussi, hein, c'est le même, hein. Tac, 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 tac. Donc lui, c'est la MOA, d'accord, MOA, il a l'argent, il a sa petite mallette, etc. C'est lui qui va posséder le résultat du projet. Et en fait, il va s'adresser à un développeur qui, lui, c'est la MOE, maîtrise d'œuvre, qui va réaliser le logiciel. Hein, c'est vraiment le développeur. Alors on voit que dans ce projet, en fait, l'utilisateur, il n'apparaît pas vraiment. En fait, l'utilisateur, il est là. Voilà, il est là. Il est représenté, là, c'est pour ça que j'ai mis une petite bulle, il est représenté par la MOA. C'est-à-dire qu'il est très rare, bon, ça peut arriver, mais on va considérer que non, il est très rare que le développeur puisse interagir directement avec l'utilisateur. Lui, le développeur, il ne peut pas trop faire ça. Il va vraiment interagir plutôt avec le propriétaire. Alors, il y a un terme que j'aime pas et qui pourtant est souvent utilisé dans différents cours, mais je le trouve trop ambigu, c'est le terme de client. Alors, on parle souvent de client, mais je trouve que c'est un peu ambigu parce que le client du propriétaire, souvent c'est l'utilisateur, et le client du développeur, souvent c'est le propriétaire. Alors, on se rend compte que le client, en fait, c'est un peu trop ambigu, donc je n'utiliserai pas ce terme client dans ma vidéo. J'utiliserai MOA ou propriétaire et MOE ou développeur. Et parfois, je mentionnerai l'utilisateur, mais dans un projet de développement, il faut savoir qu'il est représenté par le propriétaire. Ok, alors prenons un exemple de projet. C'est un vrai exemple, c'est quelque chose qui s'est passé à Bordeaux. Voilà, donc en fait, il y a une petite
organisation ici qui s'appelle la Fête de la Science. Alors la Fête de la Science, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est les enseignants-chercheurs là qui proposent au grand public, alors essentiellement aux collégiens, quoi, de présenter ce qu'il faut en recherche. Alors en fait, on a les enseignants d'un côté, avec les collégiens là, et de l'autre côté, on a les chercheurs, et ils ont besoin en gros d'un site web pour s'organiser, parce que les chercheurs vont proposer des exposés scientifiques, et les enseignants vont vouloir assister à ces exposés scientifiques. Donc en gros, l'un va proposer ça et mettre ça sur un agenda, et l'autre va dire moi je veux bien y aller, quoi. Donc là, clairement, quand on comprend un petit peu ce truc-là, on voit bien que eux, ils ont un besoin, ils ont besoin d'un site web pour pouvoir un petit peu gérer leur emploi du temps. Donc clairement, les enseignants et les chercheurs, ce sont des utilisateurs ici, quoi. Alors, sachant ce besoin, il y a le CNRS, c'est un bâtiment qui est juste à côté de mon bureau, quoi, qui a voulu répondre à ce besoin en proposant la réalisation d'un site web. Alors, le site web, il existe, vous trouverez l'URL sur mon site web internet là. Donc il a voulu répondre à ce besoin et il a demandé à différentes sociétés de développer ce site web. Donc là, clairement, le CNRS est le propriétaire. Il est là, donc ça c'est CNRS. Voilà, et ici, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les enseignants et il y a les chercheurs, quoi. Et il y a une société que j'appellerai Jean B, qui, voilà, ça c'est Jean B, tac, hop. Qui a décidé de réaliser, enfin qui a décidé en fait, le CNRS a fait appel à cette société, et c'est cette société qui a réalisé ce magnifique site web qui est utilisé par les enseignants et par les chercheurs, quoi. Donc ça s'est passé comme je l'ai décrit en fait, le CNRS a écrit un cahier des charges. Le cahier des charges, vous le trouvez sur mon site web, il est public, donc là vous pouvez aller sur mon site web, il est carrément public. Il l'a envoyé à Jean B. Jean B a fait sa spécification, a dit voilà ce que je peux faire. Le CNRS a dit OK. Donc Jean B est parti en développement. Et puis au bout de quelques mois, il a livré donc son résultat au CNRS, qui a mis en production, qui a installé ce site web sur ses serveurs, et ainsi les enseignants et les chercheurs peuvent l'utiliser. Donc c'est vraiment, si vous avez ces trois rôles en tête, c'est vraiment comme ça que ça se passe un projet de développement. Ok, alors maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet là, parce qu'on a compris un petit peu comment ça marchait, et ce qui nous importe maintenant, c'est ce fameux cycle de développement. Comment ça marche le cycle de développement? En fait, il faut bien comprendre qu'il y a trois grandes phases dans un cycle de développement. Alors, le cycle de développement, en fait, il va être complètement porté par la MOE. L'idée, c'est que la MOE va recevoir un cahier des charges qui est donné par le propriétaire. J'écris un peu à l'envers pour vous rappeler. Donc le propriétaire écrit un cahier des charges, le donne à la MOE, et la MOE là, commence son travail avec le cycle de développement. Et il y a trois grandes étapes qu'elle doit réaliser. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Voilà, j'ai mis une petite loupe ici. Donc là, l'idée, c'est que la MOE elle va regarder scrupuleusement le cahier des charges, quoi, et elle va spécifier, elle va spécifier ce qu'elle est capable de développer et chiffrer le coût. D'accord. Donc parfois elle est un peu obligée de le faire quand elle répond au cahier des charges, mais c'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que c'est une phase qui est au tout début du cycle de développement. Donc c'est regarder ce cahier des charges et préciser ce qu'on veut faire. Donc j'expliquerai un petit peu plus dans le détail par la suite comment ça marche cette phase-là. Une fois qu'elle a fait ça, en fait, elle a un petit peu une idée claire de ce qu'elle peut faire, elle a son devis, elle va pouvoir, si le propriétaire est d'accord, elle va pouvoir rentrer en conception. C'est design, conception en français. Donc là, conception, ça veut dire qu'elle va devoir organiser son développement. Elle va dire, je vais commencer par ci, ensuite je vais faire ça, etc. Ça va permettre de répartir les tâches. Et pour organiser son développement, elle va préciser, elle va définir les gros modules à développer. Donc elle va décomposer le code source en différents gros modules. C'est pour ça que j'ai utilisé la pièce de puzzle ici. Et ensuite, elle va pouvoir dire, tiens, toi, tu vas commencer par cette pièce, toi, tu vas faire ça, etc. etc. Une fois qu'elle a défini sa conception, elle va pouvoir partir en développement. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir rédiger, écrire le code, écrire tous les autres éléments qui sont support à l'exécution du code. Et in fine, une fois qu'elle a terminé, elle va pouvoir livrer le résultat. Donc ça, c'est les trois grandes étapes du cycle du développement. On va retrouver ça quelle que soit la méthode. Donc analyse, conception et développement. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail dans chacune de ces étapes. Alors la première, c'est l'analyse. Alors qui fait ça? Je précise, mais ça va être tout le temps la MOE en fait, quoi. Qui fait ça? C'est la maîtrise d'œuvre qui va se charger de l'analyse. Alors en entrée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le cahier des charges, donc là, tac, on a le cahier des charges qui est là, tac. Et le but du jeu, c'est de spécifier ce que la MOE est capable de fournir. Alors moi, j'aime bien schématiser ça en disant, voilà, ça c'est le cahier des charges, d'accord? Cahier des charges. Cahier des charges.
Hop là. Et le cahier des charges, pour moi, c'est un petit peu comme une lettre au Père Noël. Alors, je vais écrire ici, lettre au Père Noël. Pourquoi je mets cette métaphore de lettre au Père Noël? Parce qu'en fait, ça, c'est le propriétaire, il a exprimé tout ce qu'il voulait faire. Alors, il va dire, moi, j'aimerais bien, je veux, je sais pas, tac, 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 hop, là, je veux, je veux plein de choses, tac, tac, tac. Et il y en a plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment le cahier des charges. C'est souvent rédigé comme ça, et on veut des choses. Et à la limite, même, on donne des numéros à ces choses, et c'est ce qu'on appelle des exigences. Voilà. Alors, le but de l'analyse, c'est pour chaque exigence, de dire déjà si vous êtes capable de le faire. Donc, oui, je peux le faire, mais voilà ce que je vais proposer. Donc, je vais et j'explique ce que je vais faire. Donc, entre ce que le propriétaire veut et ce que la MOE va faire, il y a souvent une petite différence. Mais là, au moins, on explique clairement, c'est pour ça que c'est une spécification, on explique clairement ce qu'on va faire. Donc, c'est pour ça aussi que parfois, je dis, voilà, c'est aussi un devis, parce que quand vous savez ce que vous allez faire, vous pouvez le chiffrer. D'accord? Donc lui, par exemple, il veut peut-être un super site web qui fait ceci et cela. Et vous dites, bah, en fait, moi, je vais te faire un site web, il y aura 2 écrans, il y aura 3 boutons. Voilà, ce qui est complètement différent. Vous avez le droit, quand il y a des exigences que vous ne pouvez pas supporter, vous avez le droit, en tant que MO, de dire non, mais ça, désolé, mais je ne peux pas le valider. Donc c'est une croix, dans le sens où là, c'était un V, je peux le valider. Là, je ne peux pas, désolé, non. Je ne vais pas pouvoir supporter cette exigence, je suis désolé, mais si j'essaye de faire ça, je risque de faire capoter le projet. Donc si on le voit d'un point de vue ensembliste, on a le cahier des charges qui est là, et à l'intérieur, en fait, on a la spec. C'est-à-dire qu'on va spécifier ce qu'on est capable de faire, ce qu'on va faire, et c'est un sous-ensemble du cahier des charges. Alors, il faut essayer, bien sûr, hein, si on veut contenter le propriétaire, il faut essayer que la distance ici soit la plus petite possible. Hein. Il faut essayer de tout faire, mais il ne faut pas non plus se mettre des bâtons dans les roues et dire qu'on va tout faire, et puis à la fin, on n'y arrive pas, et ça coûte trop cher, et puis le projet capote. Alors, une fois qu'on a un peu dit ce qu'on va faire, on est capable de chiffrer. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le chiffrage en projet informatique, ça se compte en jours hommes. Hein, d'accord? Donc, un jour homme, c'est quoi? C'est un homme qui travaille pendant un jour. Alors, 2 jours hommes, c'est soit un homme pendant 2 jours, soit 2 hommes pendant un jour. D'accord? Donc, on va chiffrer les projets, hein, plutôt que de parler en argent, on va plutôt travailler en jours hommes. Alors après, quand ça fait beaucoup de jours hommes, on a d'autres mesures. Donc 20 jours hommes, parce qu'il y a 20 jours ouvrés dans un mois, ça fait un mois homme. Et 12 mois hommes, parce qu'il y a 12 mois dans un an, ça fait un an homme. D'accord? Donc idéalement, en fait, quand on fait l'analyse, on doit pouvoir fournir ce coût. Et en fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est que le chiffrage, on le fait un petit peu avant de démarrer l'analyse, parce que rappelez-vous, en fait, le propriétaire, avant de vous donner de l'argent, vous dire, OK, vous pouvez partir sur le cycle de développement, il veut voir un espèce de devis. Donc malheureusement, on anticipe un tout petit peu avant l'analyse. Enfin bref, donc du coup, il faut chiffrer, et chiffrer, bah, malheureusement, hein, ça nécessite de l'expérience. Hein. Il faut avoir fait des applications pour savoir en gros combien ça va coûter. Alors, je vais donner quelques éléments. Je donne ça aux jeunes, parce que bien souvent, les jeunes, enfin en tout cas ceux que je vois à Bordeaux, ils sont un peu généreux. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils vont pouvoir aller très très rapidement pour développer, et bien souvent ils se trompent. Hein. Alors par exemple, développer un écran d'un site web relativement simple, un écran assez simple, hein, un écran très simple, un formulaire de 3 boutons et ça va dans une base de données, faut compter 1,5 à 3 jours hommes, hein, pour développer un écran. Hein. Donc moi quand je demande ça à tous mes étudiants, tous me disent une demi-journée. Bien souvent il vous faut plus de temps. Le nombre de lignes de code développées en moyenne, hein, par un développeur, c'est 150. Hein, c'est pas beaucoup, hein, mais alors bien sûr, vous êtes peut-être capable dans un grand jour d'écrire 500, 1000, peut-être 2000 lignes de code, mais en moyenne, on est plus proche du 150. Hein, parce qu'il y a des fois, il y a des bugs qui nous prennent un peu de temps. Donc grosso modo, une classe, hein, si je reprends du Java par exemple, une classe de complexité moyenne nécessite au moins un jour. Hein, donc faut compter comme ça. Alors une fois qu'on a ces éléments, ensuite on peut parler de taille de projet. Donc des petits projets, des tout petits projets, c'est maximum 2 mois hommes. Hein. Donc ça c'est tout petits projets, ça ne coûte pas grand-chose. Des projets moyens, les projets moyens, là on est plus dans une fourchette entre 2 mois hommes et 1,5 en homme. Alors les gros projets là c'est plus de 1,5 homme an, donc imaginez des gros projets avec 5 en hommes, ça veut dire qu'il y a une équipe de 5 personnes, donc 5 personnes qui travaillent pendant un an, hein. Donc il faut les payer, hein. Ça fait un sacré salaire, hein, tout ça, donc du coup ça a un coût, hein. Donc c'est des gros projets ça.
Bien, donc là on a compris quel était l'objectif de l'analyse. Hein. L'analyse, c'est de spécifier ce qu'on va faire et de le chiffrer. Donc c'est bon, on sait ce qu'on va faire, on l'a chiffré. Maintenant, il faut rentrer en conception. Donc on a ici notre liste hein, de ce qu'on va faire. Donc on va faire tac, 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 tac. Et on sait que, ben oui, ben ok, ben pour faire tout ça, il va falloir bon, écrire du code, écrire l'application. Cette application, on peut l'avoir comme un gros module, ou bien on peut être un peu plus malin et se dire, ben, en fait, il y a différents modules qui sont un petit peu différents, qui ne font pas tout à fait la même chose, et puis ils communiquent comme ça, etc., etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est cette décomposition en gros modules, hein, ça c'est vraiment le cœur de la conception. Quand vous faites de la conception, vous prenez hein, toute la liste des choses à faire et vous commencez à identifier les modules qui vont permettre de partager votre code source. Et qui dit partager le code source, on va aussi derrière se dire, bah, du coup, lui il va pouvoir écrire ça, lui il va pouvoir écrire ça. On va commencer à répartir le travail et identifier les tâches. D'accord ? Donc en fait, en entrée, on a la spécification qui est réalisée lors de l'analyse. Et en sortie, on a une spécification des composants. Donc on peut utiliser des langages tels que UML ou autres. Et surtout, on a déjà une liste des tâches, une découpe des tâches. Et on sait combien de personnes en parallèle pourront travailler dessus. Alors c'est pas facile à faire. Et fort heureusement, en fait, si on a quelques notions en architecture, eh bien on gagne beaucoup de temps, parce que ça aide beaucoup. Parce que finalement, le choix de l'architecture facilite grandement la mise en place de la conception. Alors les architectures, en fait, vous en connaissez. Il y a des magnifiques livres sur Internet qui tournent pour expliquer les différentes architectures. Alors, il y a l'architecture 3 tiers que je vais présenter, architecture en couche, par service, par entrepôt de données, etc., etc. Donc quand vous choisissez une architecture, eh bien, vous avez une prédéfinition des modules et de leur interaction. Et donc, du coup, vous savez quelles seront leurs interfaces, quels seront leurs protocoles de communication, et vous avez déjà une prédéfinition des tâches qu'il faudra réaliser. Ensuite, si vous projetez cette architecture sur un socle logiciel, donc si vous savez que vous allez prendre tel langage de programmation, par exemple, vous allez vraiment pouvoir identifier les tâches, vous allez vraiment pouvoir dire, bah, lui, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir qu'il écrive tel fichier, etc., etc. Donc, en fait, l'architecture, c'est vraiment au centre de la conception, hein. C'est vraiment à marier. D'accord? Donc une fois que vous avez l'identification des tâches, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est le fameux RAF, reste à faire. Voilà, vous avez votre architecture, vous avez vos tâches. Maintenant, il faut bosser. Donc avant de bosser, bien souvent, on s'organise, on se répartit les tâches. On va dire, bah, toi, tu vas travailler là-dessus, travailler là-dessus. Et quand on commence à se répartir, bah, ça permet de commencer à anticiper, de maîtriser un petit peu, anticiper les risques. Non, oui, mais alors attends, parce que si lui, il travaille là-dessus, et puis, je sais pas, il lui arrive un truc, il tombe malade, qui va le remplacer? Est-ce que ça va pas avoir un risque sur la livraison du projet, sur les dates, etc. Donc, on voit hein, en conception, l'architecture, c'est plus que primordial. Alors, un petit exemple, parce que c'est toujours plus facile de prendre cet exemple. Je prends l'exemple du cahier des charges que je vous ai montré, le site du CNRS. Et je vais choisir, c'est un choix, je vais choisir l'architecture modèle 3 tiers. Alors qu'est-ce que nous dit cette architecture? Elle nous dit que grosso modo, c'est une architecture en couches, c'est-à-dire qu'on a 3 couches. Et la première couche, c'est la couche base de données, ici, donc là j'ai choisi MySQL. La deuxième couche, c'est la couche traitement, là ici j'ai choisi PHP. Et la dernière couche, c'est une couche présentation. Alors en fait, les communications ne peuvent se faire que entre les couches qui sont côte à côte, quoi. Donc cette architecture, elle a un avantage, c'est qu'on protège les données, hein, parce qu'en fait, l'utilisateur, il est ici, il va passer par les pages web, par la couche traitement, par les données, donc on protège les données. Le petit inconvénient, hein, c'est qu'au niveau performance, c'est un peu long, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de communications qui vont transiter à travers ces couches. Alors une fois que j'ai choisi cette architecture, j'ai mes 3 modules, donc je choisis un socle technique, donc là je choisis MySQL, je choisis PHP, pour ça je pourrais choisir HTML, JavaScript par exemple. Et bien du coup ça me permet de voir identifier des tâches, donc je vais avoir plusieurs tâches qui vont être relatives à la BD, des tâches relatives au traitement, des tâches relatives à la présentation, mais aussi différentes interfaces, donc il va falloir que je définisse les interfaces entre le traitement et la BD, donc c'est celle-là. Là en gros il va falloir que je définisse quelles sont les requêtes SQL que la couche traitement va envoyer à la base de données. Et puis ici, une interface page web PHP. En gros, quelles sont les requêtes? Alors si je fais du HTTP, oui. Quelles sont les requêtes HTTP que ici on va envoyer directement sur la couche PHP pour avoir des données. Donc ça aussi, c'est des tâches. Donc en fait ça me fait 5 familles de tâches, et si je suis un petit peu malin, je peux organiser ces tâches pour essayer de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, donc là c'était une illustration pour vous montrer que finalement l'architecture ça aide beaucoup la phase de conception.
Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à, je dirais, écrire, donc d'où l'icône du petit bonhomme avec le stylo. Il n'y a plus qu'à écrire, donc c'est la dernière phase, la phase de développement. Donc c'est toujours la MOE qui s'y colle. Hein. Donc on va définir un peu plus grand fin les modules et la liste des tâches. Donc ça, c'est ce qu'on a en entrée, c'est les gros modules et les grosses tâches. Là, quand on passe dans cette phase de développement, il faut aller plus grand fin au niveau du fichier et on va dire qui doit écrire quoi. Et l'objectif, c'est tout livrer, c'est d'avoir le logiciel à la fin, quoi. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, s'il y a une chose à dire, c'est sur l'environnement de développement. Parce que là, souvent, ça pêche un tout petit peu. Hein, donc, on a bien compris qu'on allait écrire des fichiers. Le logiciel est composé de fichiers, d'artefacts. Donc, il va falloir un petit peu définir qui peut les éditer, comment, quel logiciel on utilise d'édition, comment on va faire les tests, etc. etc. Donc, ça, c'est l'environnement de développement qui va définir ce cadre. Alors, en outre, il y a des grosses questions à se poser. Est-ce qu'on va avoir un outil support à l'édition collaborative? Donc là, je pense notamment à Git ou à SVN. Donc, est-ce qu'on va partager les fichiers en écriture? Est-ce qu'on va mettre des versions? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver les anciennes versions? Est-ce qu'on va faire des branches, etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième focus à mettre, c'est sur la répartition des tâches. Qui va s'occuper du suivi des tâches? Donc là, je mets un autre outil qui s'appelle Jira, qui est assez intéressant pour ça. Comment on va faire l'affectation des tâches? Comment on va suivre l'avancement, etc., etc. On peut faire aussi du Kanban là pour assurer cela. Donc ça, c'est l'environnement de développement. Pour moi, c'est l'environnement de développement qui va gérer tout ça. Donc voilà, donc j'ai un peu bien dégrossi le travail sur le cycle de développement. Donc là, j'ai zoomé sur le projet de développement. Donc j'ai défini ces trois grosses phases. Et en fait, ça définit quelque chose qui est très bien connu, c'est le cycle en cascade. Donc le cycle en cascade, c'est très vieux. Vous dit que il faut commencer par l'analyse. Une fois qu'on a terminé l'analyse, on fait la conception. Une fois qu'on a terminé la conception, on peut faire le développement. Donc vous voyez là, si je mets de l'eau, en fait, ça fait comme une cascade, d'où le nom cycle en cascade. Donc ce cycle en cascade a eu le mérite d'identifier ces trois phases, analyse, conception et développement. Et on a vu aussi que c'était peut-être un petit peu dangereux d'attendre la fin de l'analyse pour commencer la conception, d'attendre la conception pour commencer le développement. Et puis on s'est rendu compte aussi que il fallait voir un petit peu comment mettre les tests et puis comment gérer, je dirais, avec le fait que peut-être que le besoin va changer. Alors pour ce faire, je vais démarrer d'abord, parce que c'est historique, par les tests. Donc je prends mon cycle en cascade qui est là, tac, 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 et je décide maintenant de mettre des tests. En fait, on va se rendre compte que si jamais je veux faire des tests, il y en a à 3 niveaux les tests. Il y a des tests au niveau de l'analyse, tac, ils sont là. Ces tests-là, on appelle ça des tests de validation, ou parfois aussi des tests end-to-end. Donc là, l'idée, c'est vous avez défini l'analyse. L'analyse, je vous rappelle, c'est ce qu'on va faire. Hein. Eh bien, dès que vous définissez ce que vous allez faire, vous pouvez écrire des tests qui vont un petit peu préciser les démonstrations que vous serez capable de faire une fois que tout sera codé. Donc ça s'appelle des tests de validation. Si jamais ces démonstrations elles passent, c'est bon, c'est gagné. Donc le logiciel marche comme il doit marcher. Alors au niveau de la conception, on fait d'autres types de tests. C'est ce qu'on appelle les TI, tests d'intégration. Donc là, je vous rappelle, la conception, c'est on va définir les gros modules. Et on va commencer à identifier les tâches. Okay, donc comme on a les gros modules, on a les interfaces, on sait comment ils vont communiquer. Et donc du coup, on peut définir des tests pour vérifier qu'un module a bien été développé de la bonne manière. Et du coup, il va bien s'intégrer avec les autres, comme une pièce de puzzle, quoi. Et en fait, on peut écrire ces tests dès le moment où on fait la conception. Quand je fais la conception, je peux écrire là ici, pareil, des tests d'intégration qui vont préciser, la façon dont les composants vont s'intégrer. Enfin, lorsque je suis au niveau développement, là je suis au niveau du fichier, donc hop, là je suis vraiment au niveau du fichier de l'entité, et donc du coup je vais pouvoir faire des tests unitaires, donc les fameux TU, c'est-à-dire que je vais pouvoir tester chaque fichier, chaque classe, chaque fonction, etc. D'accord. Donc là, c'est le cycle en V, on le voit, ça fait un V. Alors dans le cycle en V, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la rédaction des tests et faire passer les tests. Donc si j'essaie de numéroter ces phases, je commence par l'analyse. Mais pendant que je fais l'analyse ou à la fin de l'analyse, je peux rédiger, ça c'est une rédaction, je peux rédiger les tests de validation. Une fois que j'ai rédigé les tests de validation, je peux commencer la conception. Quand j'ai fait ma conception, je peux rédiger mes tests d'intégration. Donc ça, encore une fois, c'est une rédaction. Là, c'est les tests de validation. Là, c'est une rédaction des tests d'intégration. Ensuite, je peux développer. Quand je développe, je peux rédiger mes tests unitaires et enfin, je peux les exécuter. Alors, il y a exécution des tests
unitaires. Ça, c'est les rédactions. Il y a différentes méthodes. Certaines considèrent qu'il vaut mieux rédiger les tests unitaires avant de faire le développement. Donc, on peut intervertir les 5 et 6. En fait, l'idée est là. Hein. Donc, vous devez rédiger les tests, développer, passer les tests. Une fois que j'ai passé les tests, une fois que j'ai fait mon développement, je peux 8 passer, donc exécuter les TI. Et à la fin, 9, je peux exécuter les tests de validation. Et là, en principe, tout marche bien. Et donc, j'ai mon logiciel qui marche et je peux le livrer au propriétaire et il va être content. Donc ça, c'est le cycle en V. Maintenant, je rajoute un autre concept, c'est l'itération. Donc là, je me rends compte que finalement, si je fais analyse, conception, développement, ça fait beaucoup, hein, réaliser les unes après les autres. Je peux faire peut-être des petites itérations, c'est-à-dire en prenant en compte qu'une petite partie du cahier des charges. Donc faire un tout petit peu analyse, tac, conception, tac, développement. Et puis, je recommence, je vais un peu plus gros, analyse, conception, développement, etc., 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 etc. Donc ça, c'est appelé le cycle en spirale parce que c'est dessiné différemment. C'est dessiné comme ça, je fais l'analyse, après c'est une espèce de spirale comme ça. Analyse, conception, développement, analyse, conception, développement. Voilà, donc là, ça fait une spirale. Et à la fin de la spirale, on peut livrer. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant parce que on peut faire des livraisons intermédiaires. Là, vous voyez, je fais analyse, conception, développement. Ici, tac, je peux faire une première livraison. Livraison version 0.1. Hop, ici, je peux faire livraison version 0.2 et je pourrais continuer, etc. jusqu'à la version définitive de logiciel. Donc, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on fait des petites livraisons, ce qui permet au propriétaire de vérifier que tout marche bien. L'inconvénient, c'est qu'à chaque nouvelle itération, on va peut-être avoir à faire des aménagements sur ce qui a déjà été réalisé. Donc, ça risque de coûter un peu plus cher. Voilà, j'ai quasiment fini. Il me reste à parler d'agilité, parce que c'est très à la mode en ce moment, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc l'idée de l'agilité, c'est quoi? C'est de se dire, le cahier des charges, il va contenir l'expression des besoins, ça c'est clair. Mais en fait, ces besoins, peut-être, ils vont changer. Et malheureusement, si ça change, on va avoir un impact sur ce qui a déjà été réalisé. Imaginez, vous avez fait l'analyse, vous avez fait la conception, et là on vous dit, en fait, ce besoin, il n'est pas tout à fait comme ça, celui-là, il faut l'enlever, il faut rajouter celui-là. Ça va coûter cher. Alors quand on n'est pas agile, on dit ça a changé, du coup on fait un avenant, on fait un nouveau contrat. Donc nouveau contrat, on redémarre à zéro et on fait payer cela. Et quand on est agile, on dit ouais non mais ok, pas de problème. Moi j'avais déjà anticipé le fait que vous pouviez venir avec des changements, donc il n'y a pas de problème. Dans ma méthode, donc là je ferai ça dans une prochaine vidéo, notamment sur Scrum, dans ma méthode, j'ai intégré le fait qu'on puisse à tout moment changer, faire des modifications sur les besoins. Alors attention, pas n'importe quelle modification, hein, si vous changez tout au dernier moment, ça ne va pas être la fête. Mais c'est ça l'agilité, hein, c'est considérer que les besoins peuvent changer au dernier moment. Voilà, donc là j'ai fini cette premier cours sur le génie logiciel et sur le cycle de vie. Donc en synthèse, en rappel, je vous ai présenté ce que c'était que le cycle de vie. Rappelez-vous que le cycle de vie, c'est 3 choses, c'est le cycle de développement, la pré-production et la production, la maintenance. Rappelez-vous les 3 rôles, hein, propriétaire, développeur, utilisateur. Ensuite, on a zoomé sur le cycle de développement. Le cycle de développement, c'est l'analyse, la conception et le développement. Donc j'ai introduit, donc bien sûr, le cycle waterfall, le cycle cascade, et j'ai introduit ensuite l'itération pour arriver sur le cycle en spirale, les tests, et j'ai parlé un petit peu d'agilité. Voilà, donc grâce à cette vidéo, vous avez, j'espère, les idées très claires sur les grandes étapes du génie logiciel, et ce qui vous permet, je dirais, de démarrer la conduite de projet ou d'intégrer une équipe et de comprendre un petit peu où vous en êtes et ce qui se passe. À très bientôt.